Bonjour Guillaume Pelletier, bienvenue sur nos Bonjour. deux antennes, nous sommes ravis de vous recevoir. Alors il y a plusieurs questions en attendant la composition du gouvernement. La première est évidemment celle des Verts. Comment interprétez-vous ce refus qui C'est un- bizarrement n'en est pas un pour tous? C'est un refus affligeant pour notre pays, qui montre l'irresponsabilité des écologistes dans notre pays, avec cette Madame Duflot, dont on sait les liens avec Monsieur Cantat, qui insulte le gouvernement, le pouvoir, Là, vous l'État faites allusion de au tweet droit. qui avait été... Au tweet régulier d'ailleurs de Monsieur Cantat qui agressait le gouvernement. On voit bien l'irresponsabilité fondamentale. Le Rappelant que c'est refus. son compagnon, hein, parce que Oui. autrement, on ne comprend pas Mais très enfin, bien. elle aussi, elle a jamais démenti, elle a jamais condamné ce type de propos. Tout ça pour illustrer la chose suivante. Les Verts ne veulent pas gouverner. Les Verts ne veulent pas être responsables et s'occuper des Français. Ils sont enfermés dans leurs obsessions idéologiques, beaucoup plus rouges que verts d'ailleurs, refusant l'autorité de l'État, la capacité pour un gouvernement à imposer des réformes profondes dans notre pays. Et d'ailleurs, on voit bien, ils sont sanctionnés régulièrement dans les urnes. Alors, ils ont profité ici ou là, au moment des municipales, d'un peu d'oxygène compte tenu de l'effondrement du Parti socialiste. Mais je suis extrêmement préoccupé parce que derrière ce refus, il y a aussi le retour de la 4e République. Qu'est-ce que ce roman noir du remaniement, roman d'ailleurs rouge, vert et rose, où on voit les courants du Parti socialiste négocier, les factions de la majorité Là, vous faites se allusion, disputer. par exemple, à la réunion des Hollandais qui s'inquiètent. Les de ne Hollandais pas d'un côté, les Verts qui Souvenez-vous, refusent. Patrick Devedjian avait dit ça aussi à Nicolas Sarkozy. Non, mais- Au moment de l'ouverture peut aller jusqu'au sarkoziste, avait-il dit avec ironie. C'est vrai, je ne dis pas que ça concerne que la gauche, je dis qu'aujourd'hui mon pays va tellement mal, la colère des Français est tellement profonde, la désespérance de nos compatriotes tellement immense qu'il est d'autant plus irresponsable de s'enfermer dans des querelles si politiciennes. Où est le bien commun? Où est l'intérêt Mais son général? objectif à Cécile Duflot, c'est 2017. Voilà, ils sont tous dans des objectifs personnels, d'ambition personnelle. Et moi, je le dis, on s'engage aujourd'hui en politique. Et je le dis en tant que représentant de la nouvelle génération, en tant que maire d'une commune rurale, en tant aussi qu'entrepreneur. Parce que, par-delà la question Cécile Duflot, parlons un peu de Manuel Valls. Je lui souhaite bonne chance. Et j'espère qu'il va réussir. Parce que quand on aime son pays, on souhaite que le gouvernement de la France puisse réussir tant notre pays Donc de ce point va de vue-là, mal. vous êtes sur la ligne Raffarin. Mais j'ai des doutes très forts. D'abord sur l'inexpérience économique très importante de Manuel Valls. Et il n'a jamais géré une entreprise. Il ne connaît pas une entreprise. Mais il a Et géré, moi, je suis un oui. petit Non, entrepreneur. mais il a géré une grande ville quand même. Oui, d'accord. Non, mais qu'il a été élu, je ne Non, le mais dis il pas. l'a géré. Il a géré une ville. Mais oui, mais le monde de l'entreprise, c'est pas pareil. Connaître ce que ça veut dire que le développement économique, le monde des PME, des TPE, ça compte dans notre pays. Or, aujourd'hui, c'est un monde qui est méprisé. Moi, je le dis avec force. Manuel Valls, d'ailleurs, toute son histoire, c'est plutôt l'histoire d'un apparatchik du Parti socialiste. Il nous faut moins de hauts fonctionnaires en France et beaucoup plus Mais sur la ligne politique, d'entrepreneurs. vous savez qu'il a quand même été toujours plutôt favorable justement à une libéralisation économique. Il était contre les 35 heures, il était pour la suppression de l'ISF. Chiche, Oui, non mais il y était. On peut pas dire qu'il a... dans le verbe. Oui, Dans- on peut pas dire qu'il a été aveugle à ces questions-là. J'espère qu'il Il est mettra, social aussi. j'espère qu'il mettra en acte ce qu'il a effectivement porté tout au long de la fin des années 2000. Et puis deuxièmement, il y a son bilan qui est quand même calamiteux. Lui qui a incarné les questions de sécurité et de lutte contre l'immigration, c'est l'explosion des régularisations, l'explosion des naturalisations, la baisse des expulsions de clandestins. Donc on voit bien qu'à la fois sur le domaine régalien, il y a un échec, et sur le plan économique, il y a une incompétence qui m'inquiète. Mais- Donc l'enjeu maintenant, c'est plus tellement les questions de personnes. Sortons vite de ces querelles de personnes qui sont affligeantes et qui continuent à donner une image de notre pays déplorable. Maintenant, j'attends avec impatience son discours de politique générale pour vraiment réformer notre pays. Est-ce que vous avez des interrogations sur la majorité elle-même? C'est-à-dire qu'elle va être très courte pour les socialistes et donc il y a déjà les éditorialistes, vous voyez, j'ai amené les journaux ce matin, qui se demandent si à un moment ou à un autre, tout ça ne va pas être interrompu par des majorités défaillantes. Ah ben, c'est tout le problème. On espère d'un Premier ministre qu'il soit le Premier ministre de la France. Ce matin, Manuel Valls est le Premier ministre du Parti socialiste. Et du Parti socialiste seul, qui est extrêmement minoritaire dans notre pays, comme l'ont démontré les élections municipales. La seule chance pour Manuel Valls de retrouver le chemin de la popularité et de marquer l'histoire, parce que c'est ça qui est important quand on fait de la politique, c'est de réformer notre pays et d'apporter du bien-être à nos compatriotes. Premièrement, c'est une révolution économique qui met au cœur les PME, les TPE. On remet en cause les 35 heures, on baisse les charges, on supprime les seuils sociaux, on remet en cause le code du travail qui asphyxie les énergies et les innovations, qu'on lutte enfin
contre l'assistanat, qu'on ait le courage, par exemple, d'aligner les régimes du public sur ceux du privé, tant la dépense publique est lourde. On voit très bien Même le s'il sens a pris des réformes. avancées qui étaient totalement contraires à celles du Parti socialiste jusqu'à présent, il va quand même pas faire un programme de droite qui serait le vôtre. Sauf que le message... Je comprends votre souhait, mais ce serait aberrant pour lui. Vous savez, quand on fait la politique, il faut écouter le suffrage universel. Les Français ont voté à droite de manière massive. Oui, donc il devrait faire de la triangulation, c'est-à-dire prendre... C'est dangereux pour vous, parce que s'il siphonne le programme de la droite dans les 2 ans qui viennent... non, mais attendez, moi je vous le dis avec beaucoup de sincérité et de force. S'il prend le programme que vous venez de nous énoncer, car en fait c'est le programme de la droite, tant mieux. Vous êtes pour. Tant mieux pour mon pays. Mais vous savez, moi je suis élu de Sologne et je fais un tour de France régulièrement pour soutenir nos candidats, rencontrer nos militants et les Français. La colère de nos compatriotes, elle est d'une violence inouïe. La France aujourd'hui est fissurée et le bien commun n'est pas assuré. Donc, premièrement, l'économie. Deuxièmement, la lutte contre l'assistanat. Quand est-ce qu'on va enfin réformer l'école de la République et remettre à l'honneur la méritocratie républicaine, repenser l'idéal européen? L'Europe ne marche plus. On va voir ça pour les élections européennes. J'espère qu'on va en parler parce qu'il faut enfin une Europe qui protège nos agriculteurs, nos ouvriers, nos usines. On voit très bien la ligne directrice que les hommes politiques de demain doivent porter. Considérez-vous qu'avec justement ces atermoiements pour former le gouvernement, tout ça est après les municipales une bonne opération pour la droite? Je parle en strict termes politiques. Alors je sais bien que vous allez me dire je ne veux pas faire de la politique politicienne, mais après tout il y a aussi de la stratégie dans la politique. Oui, si on parle uniquement de manière stratégique. Désolé, mais ça compte, la stratégie. Mais moi, j'essaye d'avoir une vision différente. Si franchement, faire de la politique, c'est du cynisme, espérer que ceux qui sont au pouvoir, parce que nous n'y sommes pas, échouent pour mieux réussir un jour, c'est catastrophique. Et en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas dit ça. J'essaie de fixer des repères. Oui. Il y a à peu près 3 semaines, il y avait les affaires d'écoute. Jean-François Copé passait pour un grand brûlé de la politique. Nicolas Sarkozy était en grande difficulté. 3 semaines après, le paysage tourne. C'est d'ailleurs tout... La politique est fantastique pour ça. On n'est jamais mort en politique. Vous êtes d'accord avec mon constat? Non, mais ça, on est il y a un mois, la droite... Jean-François Copé est le grand vainqueur des élections municipales, lui qui fut si critiqué et qui a tenu le cap et tenu la barre. Nicolas Sarkozy, par sa détermination, son énergie et sa tribune aux Français, a remobilisé le peuple de droite. C'est incontestable. Mais vous savez, moi je me suis engagé en politique et j'ai décidé de sacrifier beaucoup de choses pour m'engager en politique. Pour le bien commun, parce que ce sont les idées qui mènent le monde et parce que je veux que mon pays, demain, aille mieux qu'hier pour pouvoir transmettre mieux à mes propres enfants. Donc c'est ça l'enjeu. Je voudrais qu'on écoute ensemble. Alors nous sommes à la télévision, mais nous allons écouter des mots, puisque ce sont ceux d'Alain Juppé qui était chez nos confrères de RTL ce matin. Parce que vous savez que derrière les élections municipales où il a été réélu triomphalement à Bordeaux, on attendait beaucoup ses premiers mots pour savoir si oui ou non il allait se lancer dans une bataille nationale. Ces mots sont attendus. Les voici, on les écoute avec Guillaume Pelletier. C'est une obsession chez beaucoup. Moi, je pense qu'aujourd'hui, non. Non, pas du tout. Ce qui a marqué, je veux dire pourquoi. La place de l'UMP apparaît comme évidente dans le paysage politique français. Donc moi, ce que je veux faire demain, c'est renforcer l'UMP. Et pour cela, je n'ai absolument pas l'intention de me lancer dans une aventure individuelle. Je veux jouer collectif. J'ai pas dit que je pensais pas. Je dis qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est jouer collectif. Alors, est-ce que vous avez l'impression que c'est de la langue de bois? Et est-ce que vous percevez, puisque c'est quand même votre famille politique, une envie de prendre un certain temps qui est celui de la décence, d'attendre, mais d'y aller quand même? Écoutez, on ne va pas se raconter d'histoire. On a offert, il y a quelques mois, un spectacle pitoyable à nos compatriotes à travers la division de ma famille politique. Parce que nous avons su retrouver le chemin de l'unité pendant ces derniers mois, on a retrouvé le chemin de la confiance et de la victoire électorale, on l'a vu dimanche dernier. D'où la prudence. D'où la prudence de chacune des personnalités de l'UMP. Je vais vous faire, moi, le portrait robot du futur candidat à la primaire qui sera désigné par le peuple de droite et le peuple français pour faire gagner enfin nos idées. Tant je doute que la gauche en soit capable, malheureusement. D'abord, il devra incarner l'unité. Le rassemblement de toutes et tous et de toutes les sensibilités. Deuxièmement, c'est sans doute la qualité principale, avoir enfin du courage. Les hommes politiques dans notre pays, parce qu'ils sont issus du même moule, soumis à la bien-pensance et au politiquement correct, manquent de courage. Ils savent ce qu'il faut faire. C'est pour ça que Jean-François Copé a pronostiqué, ou a même inscrit l'idée des ordonnances dans les 6 premiers mois d'un gouvernement. Et il a raison. Unité, courage et enfin... N'allons pas tout de suite en 2017. Non, mais c'est maintenant. Unité, courage de porter un projet audacieux, mais Alain Juppé, Jean-François Copé, François Fillon, Nicolas Sarkozy, puisque depuis le 7 mai 2012, moi je considère qu'il est le leader naturel de la droite française. Il faudra que ces différentes personnalités, et d'autres peut-être, puissent incarner cette triple idée, unité, courage, et proposer
troisième idée, la société du mérite. Est-ce que ça veut dire que Nicolas Sarkozy doit passer par les primaires alors qu'il renacle? En tout cas, que certains de ses partisans ne sont pas d'accord. Oui, je pense que, d'ailleurs c'est l'intérêt de Nicolas Sarkozy que de s'y soumettre, lui qui sera a priori plébiscité par le peuple de droite, tant il incarne par son autorité, son expérience et son courage. Il y a beaucoup de sarkozystes que vous connaissez qui sont totalement hostiles à ça. C'est le droit de chacun de penser ce qu'il veut. Moi, en tant que sarkozyste, je pense que Nicolas Sarkozy devra passer par les primaires. Est-ce que vous pensez qu'il en est convaincu, s'il vous écoute ce matin? Finalement, après avoir été contre... Je suis sarkozyste, mais je ne suis pas Nicolas Sarkozy. Ce sera à lui de décider. Moi, je pense qu'il a conscience que pour son retour auprès des Français, il aura besoin de l'onction du suffrage des milliers, des centaines de milliers de militants et de sympathisants. Mais que la question... Derrière tout ce que je viens d'évoquer, pardon de revenir toujours aux idées, mais moi, je veux bien qu'on fasse de la politique en parlant des hommes, des personnalités, la bataille des égos, mais ce sont les idées qui mènent le monde. Donc, unité, courage et mérite, et la capacité à porter une nouvelle méthode. Vous avez évoqué, Guillaume Durand, les ordonnances à l'instant. Je suis pour les ordonnances pour qu'on réforme très vite notre pays. Je suis aussi pour... À condition que la campagne électorale fasse office de débat. De grands débats. Et je suis d'ailleurs favorable aussi à la suppression du quinquennat et à l'organisation d'un septennat non renouvelable, pour que chaque nouveau président de la République soit contraint de réformer notre pays, de marquer l'histoire, et non pas de vivre avec l'épée de Damoclès de la démagogie et de la réélection. Dernière question, le New York Times hier mettait à la une Marine Le Pen après les élections donc, qui viennent d'avoir lieu, c'est-à-dire les élections municipales. Est-ce que vous avez l'impression que cette montée en puissance de Marine Le Pen, qui est moins importante qu'on ne le dit, est quand même un obstacle pour l'UMP sur toute forme de retour politique? Non. Est-ce que le combat est clair pour elle? Son combat est clair, prendre votre place à droite. Mais à force d'associer l'UMP et le Parti socialiste, elle s'est totalement cornérisée et isolée, Marine Le Pen. Elle a d'ailleurs plutôt échoué. Elle voulait des dizaines et des dizaines de villes. L'ensemble de ses lieutenants ont échoué. Et il y a 36 000 communes en France. Il y a une grande majorité pour la droite parlementaire. C'est la victoire de l'UMP. Oui, 15 mairies pour le Front National sur 36 000. On verra. Arrivent les européennes et toutes les projections qui ont été faites la mettent en deuxième position derrière vous. En tout cas, elle est incapable de renouveler son discours idéologique. Entre la sortie de l'euro et l'immigration zéro, c'est pas ça qui va permettre de réformer notre pays. Je crois que c'est l'UMP qui tient la barre, qui tient le cap. Et si nous sommes capables, de manière unie, de proposer des réformes enfin courageuses, alors nous allons retrouver le chemin de la victoire de manière durable. Merci beaucoup, Guillaume Pelletier.